C'est le retour de Tribune Libre. Nous sommes en 2012. Meilleurs vœux à tous en compagnie de Laurent Gradel. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Tous mes vœux aussi. Merci beaucoup. Et en compagnie du nouveau président du district, Philippe Paulet. Bonsoir Philippe. Bonsoir et tous mes vœux aussi. Du travail en perspective, mon ami Philippe. La rencontre donc de samedi après-midi face à Arles-Avignon. Laurent, au-delà de tout ce qui a pu se passer au niveau de l'arbitrage, dans le contenu aussi, au niveau du jeu, l'Estac n'a pas proposé non plus grand-chose, on peut le dire. On peut le dire, c'est vrai que c'est un petit peu regrettable. On avait la possibilité, au vu des résultats, de revenir à la 5e place, de bien se positionner dans cette première partie du tableau. Et on n'a pas réussi à trouver la solution pour contourner cette équipe de Arles-Avignon qui était venue avec quand même des grosses velléités défensives, hein, oui. Puisqu'on s'est aperçu qu'ils jouaient déjà avec 5 défenseurs, pratiquement 4 milieux de terrain et un seul attaquant. Et donc ils ont parfaitement joué le coup. Et l'Estac n'a pas réussi à trouver la clé justement pour faire sauter le verrou de Arles-Avignon. L'Estac n'a pas été aidé non plus par l'arbitre, monsieur Ben Eladj. On va en parler dans quelques instants avec Philippe Paulet qui va tenter de défendre son confrère. Expliquer quelques situations. Justement, cette situation de la 44e minute qui a amorcé le début des ennuis pour monsieur Ben Eladj avec cette faute sur Nzaï Msi. Je dis sûr parce qu'à l'origine, tout le monde croit que cette faute va donc profiter à l'Estac puisque Nzaï Msi est devant le ballon et son agresseur derrière. Voilà, et on voit bien, il fait une feinte pour reprendre le ballon alors que le joueur de Arles ne maîtrise pas du tout sa course. Hein. La faute, effectivement, est au joueur de Arles. C'est clair. Après, bon, l'interprétation est différente, mais le carton jaune a une immense importance, surtout mis à la 45e minute. Ouais. 45e minute, bon. En plus, c'était pas un incontournable. Ça aurait été un incontournable, ça aurait pu se concevoir. Là, à la 45e minute, l'arbitre s'est pris les mains avec ce carton jaune. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, eh bien, Nzaï Msi a refait une faute. Et là, il signe de l'exclusion. Et c'est vrai que ce carton jaune porte beaucoup. Ouais, pèse beaucoup dans la balance, alors que c'était pas un carton nécessaire. Le pire, c'est qu'il siffle la faute. Et en plus, il montre que la faute est pour 3 au départ. Voilà. Et la position de l'arbitre, là, quand on voit la... Tenez, regardez, voilà. Là. On va s'apercevoir, l'arbitre arrive, juste derrière... On va déjà revoir la faute. Là, il n'y a pas faute du tout. On voit que le joueur d'Arles se fait très mal avec sa jambe en porte-à-faux. Mais en premier lieu, on voit très bien que l'arbitre donc a pris une décision. Alors, on regarde l'homme en vert pour cette occasion. L'attitude de l'arbitre qui arrive, qui siffle. Et qui montre la faute, la faute pour les Troyens. Je pense que ce qui l'a fait changer de décision, c'est par rapport à... Il a été influencé par la blessure et il a justement perdu un petit peu. Mais il n'a pas été aidé par son juge de touche qui est très bien placé normalement. Après, l'assistant, l'arbitre prend sa décision, peut-être qu'à l'oreillette, ils se sont dit. Hein. Maintenant, c'est vrai que le carton jaune pèse beaucoup. Parce qu'il y a un triangle là, il y a le quatrième arbitre, il y a le juge de touche, il y a l'arbitre qui est à côté, vraisemblablement. Après, il prend sa décision, il met le carton, mais c'est un carton qui, à la 45e minute, qui servait strictement à rien, au contraire, qui a emprisonné l'arbitre, et on l'a vu en deuxième mi-temps. Ouais. C'était pas de l'incontournable. Justement, on va voir les conséquences avec, en deuxième période, cette expulsion d'Nzaï Msi avec un carton jaune a priori incontestable. Voilà, c'est l'incontournable. Là, c'est effectivement, c'est une action prometteuse. Par contre, tenu par le premier carton jaune, il se retrouve avec une exclusion. Il est obligé de sortir le carton rouge. Il faut se mettre à la place de l'arbitre parce qu'il le sait, il sait très bien la portée du premier carton. Malheureusement, ça tombe encore sur le même joueur et c'est sûr qu'après, c'est difficile. Automatiquement, même si dans la rencontre, on a quelques difficultés, on est tous pareils, on peut très bien avoir un jour sans, ça c'est clair, de toute façon. Hein. Après, sur le restant de la rencontre, eh bien, c'est la difficulté. Et après, chaque décision est contestée, on se dit dans son de soi-même, est-ce qu'on a raison et puis ça s'enclenche, quoi. Laurent, vous aviez une réflexion quant à l'expulsion, le second carton jaune, vous disiez que ça méritait peut-être même un carton rouge. Moi je pense qu'il mérite peut-être carton rouge direct parce que là il part tout seul au but. Donc il est en position pratiquement de dernier défenseur. Alors autant je conteste énormément le premier carton jaune parce que c'est vrai que... Mais il y a autant... Il n'y a plus de notion de dernier défenseur, on voit bien. Là c'est une action prometteuse, on la stoppe. Ouais. Maintenant c'était pas une occasion nette de marquer puisqu'il y avait encore les 2 défenseurs derrière qui pouvaient éventuellement arrêter le joueur. Donc là-dessus, le carton jaune se justifiait. Malheureusement, jaune plus jaune, rouge, quoi. Donc une décision malheureuse par rapport au contexte de la première mi-temps. Monsieur Ben Eladj va accumuler les bourdes avec la blessure de Quentin Othon.
un méchant tacle sur l'arrière gauche troyen. Voilà, là, des tribunes, on voit que c'est grave. C'est disproportionné, c'est clair. On va le voir d'ailleurs aux images, parce que moi, j'étais pas à la rencontre. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, le joueur, il va bien de Arles, il va le pied en avant, hein, le pied en avant, et même par rapport à la blessure, automatiquement, par rapport à l'arbitre, il doit sortir le rouge. Il doit l'exclure. On voit bien, le joueur par lui-même ne va pas jouer le ballon. On voit bien, c'est une force disproportionnée. Il prend le ballon, mais il a pris le joueur, quoi. Voilà, c'est pas maîtrisé. C'est une action qui n'est pas maîtrisée. Alors toujours pareil, je pense que la première exclusion perturbe automatiquement dans les décisions de l'arbitre. C'est clair. À ce moment-là, Laurent, on a l'impression que ça pourrit le match un petit peu. Le fait que Quentin Othon sorte comme ça sur une civière et que M. Belenadj n'expulse pas Mata, le joueur. C'est vrai que à ce moment-là, on sent vraiment qu'il y a le feu aux poudres sur le terrain, parce que ça énerve le public, ça énerve les joueurs, ça énerve l'entraîneur troyen. Exactement. Bon, Jean-Marc Furlan a pas mal contesté les décisions arbitrales, à tort ou à raison. Hein. Il avait, je pense, certainement raison dans pas mal de cas de figure. Mais c'est vrai que ça a été très électrique. Et après, derrière, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit, c'est l'expulsion de Jean-Marc Furlan. Avec la faute sur Jarja. On le revoit avec Jarja qui déborde. Voilà. Jarja qui déborde, là qui se fait balancer. Voilà. L'arbitre ne siffle rien, si ce n'est une touche pour Arles-Avignon. Exactement. Alors peut-être que là l'arbitre a jugé, épaule contre épaule, après la décision, ça c'est lui qui. Mais je pense que Jean-Marc Furlan avait déjà manifesté plus ou moins des désapprobations. Et là l'arbitre excédé, et puis dans le contexte du match, eh bien effectivement on lui demande de partir. Alors ça, plus ça. Après quelque part, il applique les lois du jeu par rapport à son arbitrage. Voilà. Donc c'est vrai que pour Jean-Marc Furlan, ça plus ça fait qu'il explose. Est-ce qu'il n'aurait pas pu un petit peu pu se faire oublier, parce que Jean-Marc Furlan, un entraîneur qui crie, c'est le quotidien, quoi. Disons qu'il y a crié, contesté, c'est toujours pareil. Je pense que c'était pas la première fois. Et puis il y a cette pression qui est quand même dans le match. Parce qu'on connaît bien Jean-Marc Furlan, c'est la première fois qu'il se faisait expulser. C'est pas un homme à poser beaucoup de problèmes. Il ne dit pas souvent du mal des arbitres ni du corps arbitral. Tout à fait. Hein. Mais peut-être que dans un autre match, dans un autre contexte, peut-être que l'arbitre serait allé voir Jean-Marc Furlan en disant voilà, Monsieur Furlan, mais le contexte du match faisant que c'est la spirale, c'est difficile. Il faut se mettre à la place de l'arbitre. Hein. Il est tout seul. Il sait dans lui-même qu'il a des décisions qui ont été plus ou moins contestables. Et puis, on entend les spectateurs. Il y a beaucoup de choses qui rentrent, il y a beaucoup de paramètres. Hein, et l'arbitre est tout seul. Donc sa décision, effectivement, il y va. Et puis, Monsieur Furlan, vous quittez le banc de touche, quoi. Voilà. Et peut-être que sur une autre rencontre, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, c'est le contexte lui-même. Mais par contre, effectivement, l'arbitre est comme tout le monde. Hein. Il y a des jours où les décisions, et là l'importance d'une décision, elle est bonne, elle est mauvaise. Quand elle est bonne, on a de la chance ou pas de chance. Là, sur le premier carton, il n'a pas eu de chance, parce que la deuxième faute, elle est refaite par le même joueur. Elle aurait été faite par un autre joueur, ça passait bien. On reprenait son carton jaune et on n'aurait rien dit. Manque de chance pour l'arbitre. Et bien effectivement, c'est encore Yazemisi qui a fait la faute. On se retrouve à une exclusion. Et puis voilà, c'est des jours sans. Et aussi en même temps pour les joueurs. Laurent. Jean-Marc Furlan qui, dans cet état-là, moi je l'avais jamais vu. Ça s'explique. On perd Nzayamisi, on perd Rincon, on perd Othon. Donc la faute sur Jarja, ça a été vraiment le plus pour le faire exploser. C'est vrai que c'est pour avoir été sur le banc et pour avoir été quand même un entraîneur qui manifestait quand même assez souvent son désarroi vis-à-vis des arbitres. C'est vrai que je comprends un petit peu la réaction qu'il a, parce que on perd 1-0, on se retrouve à 9, et en plus on a l'impression qu'on est encore victime d'une nouvelle injustice. Et d'autant plus à 1 minute de la fin, 2 minutes de la fin, où là on peut récupérer un coup franc et pourquoi pas espérer une égalisation. Donc c'est vrai que pour lui, il est sorti de ses gonds. Il est sorti de ses gonds, et c'est dommageable pour le club, quoi. Par contre, la responsabilité du score n'incombe pas du tout à l'arbitre. C'est vrai qu'il y a eu une cascade de décisions, mais la première a commencé à la 44e minute. À la 44e minute, donc avant, il y avait quand même... Autre chose qui pouvait porter
à confusion, c'est le but de Arles, on va le revoir, mais finalement pas de problème puisque le but d'Arles était bien valable, on le revoit en image, on va voir que la frappe déviée par Rincon et par Stephen Drouin a bien passé la ligne, on va le revoir plusieurs fois pour bien s'en apercevoir, même à vitesse réelle, je pense que c'est assez clair, la balle est passée derrière la cage, elle a bien franchi la ligne. Alors, voilà. C'est là qu'on voit si on avait l'aide de la vidéo pour l'arbitre. Parce que là encore sur une décision, tout le monde a contesté plus ou moins. Là, je dois avouer que personne n'a vraiment contesté. Alors, moi j'ai les échos comme quoi ça a contesté plus ou moins. Moi, pour avoir vu j'étais bien placé, mais je pensais que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Et là par contre l'arbitre a pris sa responsabilité. Mais une super décision. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été aidé du tout de la part du juge de touche, puisque le juge de touche lui, à la limite, n'accorde pas le but au départ. Oui. Il accorde pas le but et c'est l'arbitre du centre qui prend la décision. Et voyez la difficulté. Et moi, sur le coup, j'étais persuadé que la balle n'avait pas franchi la ligne. Mais avoir la réaction de passivité des Troyens, voilà, c'était un indice. Tout à fait. Mais c'est là un dixième de seconde pour se dire effectivement but ou pas but, pas de vidéo. Mais si demain on donne la vidéo aux arbitres, et ben là, je pense que là, c'est un outil indispensable aujourd'hui. Bon, là, c'est une décision qui est favorable. Et quand on regarde bien sur l'ensemble des buts qui sont accordés, il y a très très peu de décisions qui n'étaient pas bonnes. Mais je pense que là, ce serait vraiment le plus qui va faciliter beaucoup de choses pour l'arbitrage. D'accord. Là, c'est le président de la commission des arbitres ou le président du district qui voilà. Et puis, ça va dans le bon sens, quoi. C'est dans le bon sens. C'est une aide à tout le monde, que ce soit aux arbitres, pour les joueurs, pour tout le monde, quoi. Voilà, d'accord. Alors, pour terminer cette émission, on va voir que Arles finalement a été récompensé de ses efforts puisque la majeure partie des occasions ont été l'œuvre de l'équipe provençale, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps notamment avec donc cette prise de décision de l'attaquant provençal qui a été malheureuse puisque ça méritait peut-être autre chose. Et là on va voir que Johan Thuram a sorti lui de son côté un grand match pour repousser toutes les tentatives arlésiennes à 2 reprises avec brio, puisque sur la seconde occasion, on va voir que cette frappe était contrée, que ce n'était pas facile du tout d'aller la chercher. Bravo à Johan Thuram. Et puis finalement, voilà, les occasions sérieuses ont été du côté d'Arles, donc finalement, le score est peut-être un petit peu mérité pour cette équipe, certes, qui était venue faire le béton, comme on dit, mais qui a été récompensée. Qui a été récompensé, mais par contre qui avait bien prémédité son coup, puisqu'il me semble que dans Club Estac, ils avaient interrogé Thierry Loret par téléphone, et Thierry Loret a dit qu'il était venu là pour venir faire un coup et prendre les 3 points de la victoire. Donc ils avaient bien préparé leur coup. Par contre, il faut dire qu'on a quand même été assez pauvres, nous, offensivement. Ouais. On a eu énormément de mal à contourner cette équipe. On a eu du mal à mettre du rythme, on a eu du mal à trouver des espaces. C'était vraiment un jour sans pour nos attaquants troyens. Merci. Un jour sans pour tout le monde. Merci pour cette spéciale Philippe Paulet. Donc, Juste avant de finir, je voudrais quand même rendre hommage à Christophe Legnaud, pour lequel j'étais éducateur avec lui. C'était un garçon extraordinaire qui nous a quittés. Merci beaucoup, merci beaucoup. On se quitte. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tribune Libre. À très bientôt.